va découvrir encore un autre aspect des rites funéraires. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est là. Donc, quelques tombes des 10 membres des assemblées d'arbistes, frères étroits, frères exclusifs, Maumier, Maumien, Claudine Fréchet. Merci. Alors d'abord, merci de m'avoir invité ici, d'avoir permis que je puisse présenter ce thème. Donc après une brève présentation de la communauté des 10 membres d'arbistes, je propose de faire un petit retour sur la législation française actuellement par rapport aux tombes privées. Et puis après, je donnerai aussi quelques explications sur l'évolution morphologique des tombes au cours du XXe siècle et début XXIe. Et je terminerai avec une étude sémantique des épitaphes sur ces tombes. Donc les assemblées dites d'arbistes sont apparues en 1828 à Dublin. Alors je précise peut-être le rapprochement, moi je ne vais pas parler de la nourriture, mais sur les deux domaines, que ce soit le Velay ou le Haut-Vivarais, on est sur une altitude à plus de 1000 mètres. Hein, voilà, pour être sur le même point. Donc les assemblées dites d'arbistes sont apparues en 1828 à Dublin. 4 amis chrétiens qui participaient jusqu'alors à différentes communautés décident pendant l'hiver 1827-1828 de se réunir. Alors on trouve chez Ladrière le dimanche matin pour rendre le pain ensemble comme les premiers chrétiens. Les 4 amis étaient donc Darby, Cronin, Belette et Hutchinson. Au début, les réunions ont lieu au domicile de Hutchinson, puis peu à peu, le nombre croissant, ils vont être contraints de louer une salle. Donc en lisant la Bible, ils souhaitent la mettre en pratique, et Ladrière écrit « Ils se réunirent », vous avez la citation donc sur le diaporama, « Ils se réunirent au nom du Seigneur Jésus en reconnaissant la présence et l'action souveraine du Saint-Esprit au milieu d'eux, et se séparèrent des autres groupes religieux. » Toujours Ladrière, beaucoup pensaient que ce mouvement serait rapidement réduit à néant parce que ceux qui s'y rattachaient n'avaient ni organisation définie, ni ordre clérical, ni confession de foi, ni lien visible d'union, ni président, ni ministre consacré. Mais en fait, ça s'appuie simplement sur un verset. Comme ça ? Comme ça. Là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis là au milieu d'eux. Donc Darby, qui fait partie du noyau initial, se consacre à l'évangélisation et à la diffusion des vérités bibliques, telles qu'il les a comprises à la lecture de la Bible. Il voyage en Suisse, aux USA, au Canada, en Australie, en Nouvelle-Zélande, ensuite en Europe, de telle sorte qu'aujourd'hui, en fait, on a des communautés qui sont présentes sur l'ensemble du globe, avec des nombres qui sont très variables, 3 jusqu'à 300. Donc les groupes soit très restreints, soit plus larges. Dans le Haut-Vivarais et dans le Velay, les membres de ces assemblées sont donc appelés darbistes, frères étroits par opposition à frères larges, frères exclusifs en référence à la participation à la scène dominicale, Maumier ou Maumien, et le dernier terme Maumier et Maumien est en fait mal vécu par les personnes désignées. Si on regarde le trésor de la langue française, on lit « personne qui fait des momeries, bigots », et en Suisse, au début du 19e, personne qui appartenait à une secte protestante dissidente, caractérisée par un extrême puritanisme. Donc on comprend la réticence. L'appellation d'arbiste a également un inconvénient, puisqu'en fait les membres ont la volonté de se rassembler en dehors de tout système, et non pas avec une référence à un homme. Le terme exclusif n'est pas apprécié non plus, parce qu'il n'y a pas la volonté de créer une nouvelle entité. Donc en fait, ce qu'ils demandent, ce qu'ils préfèrent, c'est qu'on les appelle simplement chrétiens. Alors maintenant, j'en viens aux défunts. En Haut-Vivarais, comme en Velay, les tombes sont situées dans les cimetières communaux, mais on en a aussi un certain nombre qui sont dans des espaces privés. Alors de façon générale, ces dernières sépultures sont le résultat d'influences liées aux traditions locales présentes. Donc en Ardèche, on a vu ce matin qu'on en trouvait aussi quelques-unes en Corse, on en a aussi en Cévennes. En ce qui concerne le Haut-Vivarais et le Velay, il semble en fait que ce soit lié à l'édit de Nantes en 1685, où Sa Majesté ne veut pas qu'il y ait d'endroits marqués pour les enterrements de ceux de la dite religion, et chacun pourra les faire enterrer où bon lui semblera. Les chrétiens qui alors ne sont pas catholiques romains enterrent de façon, entre guillemets, clandestine leurs défunts.
Et en fait, ce n'est qu'une centaine d'années après, en 1787, avec l'édit de tolérance, que les dépouilles de confession non catholique, enfin de confession chrétienne mais non catholique romaine, pourront être déposées en un lieu partagé. Et donc, on a un texte du 23 prairial en 12, soit le 12 juin 1804, où Napoléon dit, enfin bon, dans son texte, on retrouve l'article 1er, « Aucune inhumation n'aura lieu dans les églises, temples, synagogues ». Alors, je ne sais pas si j'ai fait la... Non. Donc pas dans les églises, ni les temples, ni les synagogues, ni les hôpitaux, ni les chapelles publiques, et généralement dans aucun édifice clos et fermé, où les citoyens se réunissent pour la célébration de leur culte, ni dans l'enceinte des villes et bourgs. L'article 2, il y aura hors de chacune de ces villes ou bourgs, à la distance de 35 à 40 mètres au moins de leur enceinte, des terrains spécialement consacrés à l'inhumation des morts. Voilà, les terrains les plus élevés et exposés au nord seront choisis de préférence. Alors on a vu tout à l'heure un exemple avec une tombe qui était située près d'un ruisseau, plutôt en vallée. Normalement, ils seront clos de murs de 2 mètres au moins d'élévation. On y fera des plantations en prenant les précautions convenables pour ne point gêner la circulation de l'air. Chaque inhumation aura lieu dans une fosse séparée. Chaque fosse qui sera ouverte aura 1,5 m décimètres à 2 mètres de profondeur sur 8 décimètres de largeur et sera ensuite remplie de terre bien foulée. Et là, on rejoint aussi ce qui a été dit ce matin par rapport au parallèle avec la vigne. Le raisin, bon, qui était foulé, et là, c'est la terre qui est bien foulée. Donc c'est aussi dans les textes, nous, d'un point de vue légal. Article 5, les fosses sont distantes les unes des autres de 3 à 4 décimètres sur les côtés, de 3 à 5 décimètres à la tête et aux pieds. Et puis dans le titre 3, article 14, toute personne pourra être enterrée sur sa propriété, pourvu que la dite propriété soit hors et à la distance prescrite de l'enceinte. Sur un article en 1996, il est stipulé, et c'est repris, que toute personne peut être enterrée sur une propriété particulière, pourvu que cette propriété soit hors de l'enceinte des villes et des bourgs et à la distance prescrite, avec évidemment l'accord du propriétaire. Alors aujourd'hui, il y a quelques conditions à remplir qui correspondent à ces articles, mais également, il faut faire appel à un hydrogéologue agréé par l'Agence régionale de santé qui établit un certificat qui en fait atteste que la dépouille ne risque pas de salir l'eau, hein, les eaux de source ne risquent pas d'être polluées. Donc bon, pour être en espace privé, pour être ouverte, la tombe doit être conforme aux réglementations qui s'appliquent à la construction d'une sépulture. Parallèlement, le préfet de région donne l'autorisation d'enterrer sur la justification du certificat de décès du médecin, de la déclaration de décès obtenue en mairie et de l'autorisation de fermeture du cercueil par les pompes funèbres. Donc 3 documents, hein, le médecin, la mairie et les pompes funèbres. Alors il convient également de préciser que la présence d'une tombe sur une propriété privée assure à la sépulture l'inaliénabilité, l'incessibilité et l'imprescriptibilité. Aujourd'hui en France, on ne peut plus être enterré à perpétuité. Même dans les cimetières communaux, perpétuité est égale à 100 ans. Alors que là, si on est sur une parcelle privée, c'est effectivement, pour le moment, donc imprescriptible. Donc je vous propose quelques exemples qui sont empruntés à une zone de forte présence de la communauté que j'ai présentée, dans le sud-est de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc là, vous avez d'un côté, à droite, le cadastre, à gauche, donc les tombes privées. La ferme, hein, étant... Pardon, boum. Hop. Voilà. La ferme est tout en haut du cadastre à droite. Et la parcelle, donc à la photo, est située là. Donc on a quand même une distance relative. Donc, 2 ferronneries. À gauche de la première ferronnerie, en fait, on a 3 tombes. Une tombe qui date de la fin du 19e siècle, une tombe de 1902, 2 de date incertaine. J'ai dit 3 tombes, c'est 5. 5 tombes, une de la fin du 19e, une de 1902, 2 de date incertaine et une de 1939. La première ferronnerie est de 1956, la deuxième ferronnerie est de 1977
Et à droite de la deuxième ferronnerie, on a encore une tombe. Pourquoi l'apparition des ferronneries? Il semble qu'en fait ce soit dû à l'évolution des cultures. Les tracteurs arrivant, on ne pouvait pas laisser les corps ou les tombes complètement invisibles, parce que parfois on avait des affaissements qui ont été possibles si les engins passaient dessus. Donc les tombes qui sont à gauche, mais à droite on voit encore un peu le monticule, mais à gauche maintenant en fait les tombes ne sont connues que par la transmission orale, on n'a pas d'autres éléments visibles. Et je pense que c'est le respect en fait, qui est dû aux morts qui va inciter à délimiter l'espace. La construction de ces tombes peut correspondre à un respect d'un verset du livre de la Genèse, « Tu es poussière et tu retourneras à la poussière ». Un autre cimetière privé, avec voilà, à droite l'intérieur, à gauche les vues de l'extérieur. Là, dans un village, à gauche, le sentier qui permet d'y arriver, les petits escaliers et puis la haie de clôture. Alors, je vous fais un petit défilé. Là, au fond d'un bois, on a donc un espace qui est délimité avec une ferronnerie. Celui-ci, je l'ai retrouvé la semaine dernière, je n'arrivais plus à savoir où il était. Donc, à la gauche, vous voyez l'intérieur du cimetière, avec deux tombes qui sont vraiment visibles, alors qu'à l'arrière, par là, je ne sais pas si vous voyez ou pas, mais en fait, là, on a une quinzaine de tombes qui sont alignées à l'arrière, qui se fondent dans le paysage. Voilà, un autre, et puis une dernière, où là, on a à droite, la vue extérieure. Quand on est à l'intérieur, on a une tombe qui est bien délimitée et en bas à droite aussi, une plaque où on a un nom qui est précisé. Donc de façon générale, ici et dans celui-ci, en B et en C, les cimetières sont complets, il n'y a plus de place. Là, en revanche, on a encore des places qui peuvent être remplies. On n'a pas d'éléments d'information sur les personnes qui sont enterrées. Il n'y a rien. Dans celle-ci, donc pour 2 personnes, simplement, on a les indications de nom et on a une ferronnerie qui est autour. Là, on n'a rien du tout. Et dans cette partie-là, on a effectivement un espace qui est délimité, une plaque, et en bas à droite, ce sont des données qui sont reprises, qui sont données pour une personne qui avait eu un rôle dans la communauté, un rôle de prédicateur, mais la plaque a été refaite de façon de façon récente justement. Les ensembles, en fait, ont la particularité d'être tous éloignés de la maison, mais vraiment éloignés. En fait, ces lieux sont des illustrations de versets bibliques. Dans les psaumes, on peut lire « Son esprit sort, l'homme retourne dans le sol d'où il est tiré. L'homme, ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs, car le vent passe dessus, et elle n'est plus, et son lieu ne la reconnaît plus. » Et pour moi, en fait, ça m'évoque Océanonox de Victor Hugo. Et quand la tombe enfin a fermé les paupières, rien ne sait plus vos noms, pas même une humble pierre, dans l'étroit cimetière où l'écho nous répond. Je précise que sur la diapo que vous avez là en F, la famille habite aux alentours et ils souhaitent effectivement être enterrés là. Dans celle-ci, bon, c'est un peu anecdotique, la famille, je connais deux personnes qui souhaitent être enterrées là, et il y en a un, sa volonté, c'est l'impression de liberté qu'on a dans cet espace, et l'autre, c'est parce qu'on est jouit d'une belle vue. Voilà, bon. Du point de vue légal, si on essaie de mettre en regard les exigences des décrets et la réalité, il y a 3 obligations qui sont bien respectées. Celle de la distance par rapport au village ou à l'habitation. Effectivement, c'est loin. La situation sur une pente élevée, on est toujours en hauteur. Celle de la profondeur de l'excavation aussi. Par contre, l'exposition au nord, on n'a que deux tombes qui sont effectivement exposées au nord, les autres sont au sud ou à l'ouest. La clôture avec des murs de 2 mètres au moins, nous n'en avons pas. Nous avons un mur à 1 mètre éventuellement, mais autrement, ce sont soit des haies, soit des ferronneries, soit carrément rien du tout. Sur les terrains les plus élevés, donc ça on a vu, construction d'une sépulture, très souvent
Non, la plupart du temps, non. Les arbres persistants, oui. Qu'il y ait des problèmes de circulation, il n'y a aucun problème. On a vu que c'était vraiment au grand air. Hein. On a quelquefois des arbres, oui, mais bon. Voilà pour les tombes donc, dans les espaces privés. Dans les espaces communaux, dans les cimetières communaux, les sépultures sont assez variées et souvent sobres. La présence du marbre est de plus en plus visible. Les familles abandonnent la simplicité évangélique pour honorer le défunt, je pense par crainte du qu'en dira-t-on et aussi pour faire un peu comme le voisin. Donc je donne quelques exemples de tombes simples. On a des tombes avec des petits marbres, des tombes avec des stèles, une dalle et une stèle, ou simplement la dalle, des caveaux. Et de façon générale, on peut dire qu'en fait, c'est la simplicité qui domine, puisque des tombes simples, sur le corpus, on en a 26, c'est majoritaire. Alors, il y a peut-être une exception qu'il faut signaler, enfin, que j'ai trouvée. Là, ce sont des Italiens qui ont immigré en 1968 pour un rapprochement familial, et c'est la seule tombe que j'ai trouvée aussi décorée, en fait, dans l'ensemble. En dehors du prénom, de l'année de naissance et du décès, en fait, les stèles ne comportent pas de signes religieux figuratifs. On n'a pas de croix, pas de palme, pas d'oiseau, mais par contre, on a régulièrement des références bibliques, sauf sur 2, et j'ai un corpus d'une soixantaine de tombes. Donc, la référence à la Bible constitue le signe religieux. Les messages gravés annoncent le salut de l'âme grâce à l'action rédemptrice de la mort du Christ, le Fils de Dieu, et à sa résurrection qui garantit à celui qui croit une vie éternelle auprès de Dieu. À la lecture des épitaphes, on constate que les références précises sont données, dans la plupart des cas. Cependant, conscient de la déchristianisation de la population, on a de plus en plus la mention « la Bible » qui apparaît. En effet, qui comprend PS 62, un corps 5, sauf ceux qui sont familiers de la Bible. Les versets cités sont extraits de différents livres. Dans l'ordre, on peut citer Job, les psaumes, Ésaïe, les évangiles, les épîtres et l'Apocalypse. Alors j'ai fait une comparaison avec, alors bon, ça c'est l'exemple, la liste avec les différentes localisations. J'ai fait une comparaison avec une étude qui a été faite sur le cimetière de Nîmes. C'était une avocate du barreau de Versailles, Anne Nègre, contribution à l'histoire du patrimoine. Le cimetière protestant de Nîmes pour l'obtention d'un doctorat. Et en fait, on s'aperçoit qu'au niveau des épitaphes, il y a un décalage entre celles que j'ai trouvées dans mon corpus et le sien. Il y en a qui sont très présentes dans le sien et qui sont absentes dans le mien. Aimez-vous les uns les autres, que ta volonté soit faite. Ils ne sont pas perdus, mais ils nous ont devancés. Ça, je ne les ai pas retrouvés. En revanche, on retrouve « Je suis la résurrection et la vie » et « Passons sur l'autre rive » qui nous rappelle encore une fois Caron. Par rapport aux citations des évangiles et des épîtres, dans le corpus de Anne Nègre, on a 58% des citations qui sont extraites des évangiles et des épîtres, alors que pour ma part, j'en ai 84%. Et en fait, l'épitaphe est faite avec une vertu. Enfin, le premier thème qui est voulu dans ces épitaphes, c'est bien l'évangélisation. Donc dans les épitaphes, on a 6 thèmes. D'une part, proclamer la bonne nouvelle, la vie après la mort, les consolations, les affirmations, une louange et une métaphore. Si on fait une brève étude linguistique, on peut voir que les verbes qui sont employés sont la plupart au présent ou au futur. Présent avec une valeur intemporelle, donc c'est une valeur générale, éternelle. Futur, certitude du réel ou de l'avenir. Quant au passé, l'imparfait s'applique à l'homme. Le passé composé est utilisé pour décrire la vie des défunts ou de Jésus-Christ, pour lesquels en fait rien ne peut changer, et l'effet se produit dans le présent et dans le futur. Le conditionnel est attesté une seule fois, il s'applique à l'être humain, et ce n'est que dans la métaphore que nous avons le passé simple pour « il passa à l'autre rive ». C'est une action passée, achevée, parfaite, qui permet d'entrer dans une nouvelle étape. Le subjonctif est absent, donc il n'y a pas de place pour l'éventualité, le doute ou les regrets. Les deux voix, actif et passif, sont présentes. Le passif est appliqué à l'être humain, qui est sauvé, justifié, ressuscité. Alors, quelques épitaphes sont particulières par le fait qu'elles interpellent celui qui passe,
soit avec un ordre, crois au Seigneur Jésus, soit une défense, ne crains point, ou une interrogation, crois-tu? Et elle peut aussi inviter le passant à s'associer au texte. Donc ça commence comme une lettre, bien-aimé, Dieu le Père a envoyé son Fils. Voilà. Cependant, le plus souvent dans toutes ces citations, c'est Dieu ou le Fils qui est le sujet de la phrase. Si on regarde du point de vue lexical, le classement sémantique, en fait, par champ sémantique, manifeste que la mort n'est pas un sujet d'épouvante. Ça rejoint ce que, au début, vous aviez dit, je ne sais plus qui, en fait, qu'on souhaitait que la mort était plutôt une renaissance. Effectivement, si on regarde donc au niveau du vocabulaire, pour le corps, c'est la beauté, alors le cœur brisé d'accord, le corps endormi, mais au niveau du comportement et du caractère, l'homme est bien heureux, il a combattu le bon combat, il craint, mais c'est à forme négative, donc il ne craint pas justement, ou c'est la crainte qui est bannie, il y a une espérance, il est fidèle, il garde paisiblement la paix, il se réjouit, il va se livrer. Donc, le vocabulaire, en fait, est assez restreint. Sur l'ensemble des épitaphes, on a un vocabulaire assez restreint, mais dans l'ensemble, on a une connotation positive. En conclusion, on constate que les pratiques évoluent. Les tombes sont généralement de plus en plus visibles. Depuis la fin du XXe siècle, les noms apparaissent même sur les tombes privées, y compris dans les bois. Enfin, dans les cimetières communaux, même si morphologiquement les tombes s'assimilent le plus souvent à celles qui les entourent, la référence biblique, qui est le seul signe religieux en fait, et l'absence du petit nombre de fleurs ou de couronnes restent aujourd'hui encore des traits distinctifs. Je vous remercie. Merci Claudine, merci aussi d'avoir respecté parfaitement les temps. On n'a même pas dû faire le moindre rappel. Et est-ce que quelqu'un a des questions? J'aurais moi une question à l'Assemblée. Quelqu'un saurait dire comment est la législation italienne par rapport aux zones destinées à l'ensevelissement des corps? Si on peut sortir des cimetières ou pas, parce que, à mon sentiment, on peut pas sortir. Non, mais je ne sais pas tellement. Bon, chez nous, on avait le cimetière et c'était là, justement. Et c'est pour ça que ce matin, je demandais si les chapelles hors du cimetière étaient encore employées. Ça me faisait drôle, en effet. Pour ce que je sais. Avec les centres, peut-être on peut. Hein. Ça, c'est prévu, mais... Oui. Mais à certaines conditions. Oui, non, je crois qu'en Suisse, la législation interdit d'enterrer en dehors des cimetières et je ne sais pas si elle autorise la dispersion des cendres. Ce qui est autorisé ici, par contre. La dispersion des cendres est autorisée ici. Hein? Mais à une distance... il faut être au moins 200 mètres d'une habitation. Il ne doit pas y avoir des cours d'eau. Enfin, vous en savez plus que moi, c'est pas moi. Non, c'est vrai. Moi, il faut dire que personne ne contrôle. Non. D'accord, c'est ça. Donc on a vu qu'un certain nombre de sépultures n'étaient absolument pas conformes au niveau des murets, par exemple. Hein? Et en fait, alors mon témoignage il date d'une quinzaine d'années, mais le préfet de l'Ardèche avait dit qu'il laissait faire. Il ne voulait pas mettre son nez là-dedans. Voilà. J'ai une question aussi, ici, non, pardon, une précision. Au niveau de la finance, enfin, sur le plan financier, c'est pas plus cher d'enterrer sur une tombe privée que d'enterrer dans le cimetière. Donc ça, c'est une information. Et j'ai une question.
est-ce que vous avez en Italie le droit maintenant de garder les corps à la maison ou est-ce que on est contraint aussi de les remettre soit en chambre mortuaire? Non, la dépouille, oui, juste. La dépouille. Avant l'enterrement, on parle de la dépouille avant l'enterrement. Oui. Oui. Non, chez nous, on ne peut plus. Non. Sauf exception, mais autrement, chez nous, normalement, c'est tout de suite les pompes funèbres qui récupèrent le corps et qui le mettent en chambre. Ouais. Il faut dire que la pratique s'est un peu perdue parce que déjà d'un point de vue pratique, il est difficile que les personnes meurent à la maison. Très souvent, ils sont à l'hôpital et donc c'est très difficile par contre quand quelqu'un décède à l'hôpital de le ramener à la maison. Ce qui se faisait avant, mais maintenant ça se fait plus. Je pense qu'il y a vraiment des démarches. Voilà. C'est pour tout enregistrer alors. C'est simplement une donnée. Probablement dans d'autres endroits en Italie, ce n'est plus possible de le garder à la maison, comme on fait ici. Par exemple, je suis allé à Lodi, tout près de Milan, il y a 15 jours, et à l'entrée du village, de la ville, parce que c'est une petite ville, il y a une camera funeraria, une chambre funéraire dans laquelle on dépose, on garde la dépouille jusqu'au moment de l'enterrement. Et les gens, tout le monde fait comme ça. Je ne sais pas si c'est une obligation ou si ça est devenu une habitude. De toute façon, peut-être ça viendra ici aussi. Hein. C'était comme à l'époque, chez nous, on n'utilisait jamais les comment se dit, la barre? Non, la barre. Oui. Oui, à la maison, quand on regardait à la maison, dans le lit, etc. Et maintenant, on a toujours dans le cercueil. Non, ouais. La caméra montée est dans le cimetière? Non, c'est une chambre vraiment comme si c'était maison cendre qui devient la chambre funéraire du village de... Pour les... Je sais pas si on l'entend. Non, pour les gens de Saint-Nicolas, parce que hier soir, je me suis amusé, je suis allé jusqu'à l'église, et j'ai vu qu'il y avait des tombes. Je veux savoir si c'est le cimetière, juste à côté, d'accord, il est juste à côté de l'église. Avant d'entrer à l'église. Voilà, comme ça derrière, j'ai vu qu'il y avait des tombes. Là-bas, à la pointe. C'est le cimetière. D'accord, parce que nous il est très éloigné de l'église en général. Il est loin de l'église, c'est pas au même endroit. L'église est un endroit, nous il est en forêt, le cimetière communal. Il y avait le sentier qui arrive à l'église tout le long. Oui, j'ai vu qu'il y avait... D'accord. Sur la place qu'on a fait, oui. On a dû tout nettoyer. Nettoyer, non. On a mis le goudron, mais en dessous, c'était le cimetière. La place de l'église. Et après, à l'intérieur aussi. Et puis, bon, le cimetière. Encerclé par le cimetière. Oui. D'autres encore? En fait, pour répondre, Christiane, pour répondre à ta question, si on peut avoir... Ah bah voilà, on profite des technologies. Alors, je cherchais sur Internet. Ça vaut ce que ça vaut, hein, mais ça... Donc un article d'après lequel le règlement des cimetières date du 1934, après il y a d'autres lois, dont une des années 90. On peut construire, je vais vous le lire, hein, c'est en italien, per poter realizzare una tomba gentilizia, ovvero un luogo di sepoltura dedicato ai defunti di una sola famiglia o ad una collettività, occorre avere un'area di proprietà e di forma circolare almeno di metri quadrati 100
130.000, ovvero 13 ettari di terreno, 3 hectare di terreno. Donc, acquisire la deliberazione del sindaco e dell'ASL per garantire anche la congruità urbanistica, costituire il vincolo di asservimento e di inedificabilità sull'area e quindi costruire la cappella gentilizia non aperta al pubblico al centro dell'area di cui al punto 1. Voilà, apparemment ça c'est les règles à suivre. Je suppose donc que c'est assez rare d'avoir... Non, c'est pas possible. Oui, on n'a pas 13 hectares pour chacun de nous, non. D'autres qui souhaitent? C'est bon, on passe. Merci. C'est bon. Merci beaucoup, Claudine Fréchet.